Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous filmer mon point lecture. Parce que du coup j'ai pas mal avancé cette semaine et j'ai un petit point lecture à vous faire. Comme d'habitude vous l'aurez lundi. Ouais, vous l'aurez lundi, mais vu que j'ai des rendez-vous ces derniers temps, j'en ai eu un ce matin, j'en ai un demain et un vendredi. On est mercredi quand je vous filme. Et j'en aurai la semaine prochaine. Donc j'aurai un petit peu moins de temps pour lire. Et là, vu que vu que j'ai un peu d'avance et que j'ai lu 3 livres, je vais vous filmer celle-ci aujourd'hui et vous la programmer pour lundi. Comme ça, vous l'aurez. Et j'avancerai comme je peux les livres que j'aurai lus, sachant que j'ai des devoirs à faire à la maison. Bon, c'est pour essayer de retrouver du travail plus rapidement. Donc on va commencer tout de suite par un roman trash. La trash. C'est la romance pas toute douce, si vous voulez. Avec Ruth Langan, la prisonnière du Highlander. Alors, c'est un roman qui se passe entre Écosse et Royaume-Uni, à l'époque où les clans avaient un certain pouvoir. Il y a une rencontre entre Anglais d'un côté et 3 Écossais du même clan qui se rencontrent chez dans un château anglais. Donc vous avez 3 Écossais non escortés à prendre en compte. Ils n'ont pas toute une délégation escortée. Ils sont 3 Écossais pour rencontrer plusieurs Anglais dans un château avec toute la soldatesque et compagnie. Avec des Anglais qui sont sympathiques et d'autres qui sont très, très vicieux, hypocrites et vraiment très, très méchants, impitoyables. C'est très important ce que je dis. C'est pas de la romance douce. Du coup, pour essayer de faire le traité de paix entre les deux clans, quand c'est le mot plus juste, parce qu'il y a plein de petits meurtres par-ci par-là, hein. Il y a un traité de paix qui est censé être signé, mais les Anglais pas très sympathiques vont faire prisonnier 2 des Écossais. Ils avaient déjà montré des manifestations pas très sympathiques à l'égard des Écossais présents. Et du coup, l'Écossais qui n'a pas été cap- capturé, il kidnappe la fille du lord du château, qui a un certain charme très attirant. Du coup, il la kidnappe et il va l'emmener jusque chez lui. Sauf qu'en chemin, elle essaie de se barrer et elle se rend compte que les Anglais peuvent être très cruels envers sa personne et que même si c'est la fille d'un comte, ils en ont rien à faire. Donc cette aventure va la faire grandir. Mais elle va être très british, si on peut dire ça comme ça, dans sa manière de faire. Du coup, il la ramène jusque chez lui, mais chez lui, les Écossais, ils sont pas très chauds à son égard. Sachant que ce clan d'Écossais-là, 9 ans plus tôt, avait été massacré par les Anglais. Et les Anglais, quand ils venaient, et après, quand ils vont repartir après avoir essayé de ramener la jeune fille, en général, ils laissent pas grand-chose de vivant sur leur passage. C'est, comme je vous disais, c'est pas de la romance douce.
Vous avez des massacres en série. Des massacres en série, des violences de toutes sortes. Que vous soyez une femme, un homme, un enfant, vous y passez tous là-dedans. Il n'y a pas de quartier. Mais on voit aussi qu'il y a certains Écossais qui sont capables de faire du mal entre eux. D'un côté comme de l'autre, on voit que ils sont pas tous. C'est pas les Écossais sont blancs, les Anglais sont noirs. Il y a des deux. Il y a des deux. Dans la forêt près du château écossais, il y en a un qui fait des choses pas très sympathiques aux petites adolescentes. Ou aux femmes en général. Soyez une femme là-dedans, vous risquez, vous risquez de pas faire tripette. On peut dire ça comme ça. Après, mis à part ces moments très violents, l'anglaise est très hargneuse, sachant que l'anglaise est prisonnière. Mais le chef du clan l'a fait dormir dans son lit. Donc elle n'est pas traitée comme une prisonnière banale. Personnellement, moi, un prisonnier, je la mets dans le cachot. Jamais pas dans mon lit. Hein. Surtout qu'elle a tout le temps envie de le griffer, de l'étrangler, de lui casser quoi que ce soit, une aiguillère sur la tête. Elle a toujours envie de le tuer. Mais c'est une romance. Attention, une romance vraiment enemy to lovers. Hein. Voilà. Mis à part les nombreux passages pas très sympathiques, ça se lit bien. Voilà. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de... J'ai rien mis au-dessus. Donc c'est un livre qui va pas forcément rester. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup plus aimé, que j'aimais bien lire du temps de mon adolescence. Leçon pour un séducteur de Julia Justice. Ça, c'était une plutôt bonne lecture. Il y a très peu de scènes de fripouillerie. Mais c'est plus doux. Malgré qu'il y a un petit peu de violence envers les enfants, c'est pas aussi violent que lui. Ça, c'est plus adapté pour les 15-16 ans, à la limite. Alors que lui, c'est la prisonnière du Highlander, c'est plus pour les adultes. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des violences de toutes sortes dans la prisonnière. La leçon pour un séducteur, c'est une dame qui doit donner des leçons à un homme du Parlement qui doit se trouver une jeune femme bien née. Pardon. Une femme bien née. Et du coup, elle qui fait plus ou moins partie de la haute société, je dis plus ou moins, ça a son importance aussi. Hein. Elle essaye de l'aider à se trouver une jeune femme, de pouvoir accéder et de bien approcher les jeunes filles à marier de manière convenable, c'est-à-dire sans se jeter dessus pour leur faire un bisou, quoi. En parallèle de cette formation avec ce jeune homme, elle tient une école pour très jeunes filles qui n'ont pas eu la chance ou qui n'ont pas la chance de pouvoir apprendre à lire au sein de leur propre famille ou dans des endroits plus traditionnels pour étudier. Et l'un va relier l'autre. C'est une femme à la base qui vient de la haute société, mais qui, par des problèmes financiers de son père, s'est retrouvée à
à devoir en sortir malgré elle. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, il faut le lire. C'est le genre de livre que j'aimais bien lire quand j'avais 14-15 ans. C'est entre deux ouvrages un peu durs, c'est sympathique à lire. C'était sympathique. Et pour finir, je vous présente Un siècle de Goncourt de Olivier Bourrat à la maison d'édition Arléa. Et voici mon chat qui manifeste. Bébé, Bidou, tu veux dire quelque chose à la caméra? Voilà, il se gratte. Donc, ce livre considère que la France est un papier. C'est un livre qui considère que la France est considérée comme un pays de papier, comme une petite Chine de l'Occident. Il y a une confrontation entre la littérature de droite et celle de gauche, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Il y a la littérature d'un certain côté qui est moins bien vue que celle de l'autre. Alors que je pense qu'il faudrait lire un peu des deux pour se faire un avis. Et choisir ce qui nous convient le mieux. Pour les Goncourt, c'est avec le temps qu'on sait si les ouvrages récompensés auront touché leur public ou si les auteurs et leurs œuvres tombent dans l'oubli avec les années. Il y a 10 auteurs qui choisissent le nouveau primé et ces 10 auteurs-là, à la base, ils sont choisis par soit Edmond Goncourt, un des frères créateurs du prix. Voilà. L'Académie écrivait du coup la contre-histoire de la littérature. L'expression vient du livre. Ça me fait penser à la contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray qui écrit la littérature par un prisme des philosophes qu'on voit pas fréquemment, des moins connus. C'est-à-dire pas Voltaire, Rousseau et compagnie, mais ceux qui sont plus dans l'ombre, ceux qu'on oublie parce que ils sortent un petit peu des sentiers habituels. Ils vont là où c'est plus compliqué pour se déplacer ou qui ont été mis à l'ombre par des philosophes qui ont été plus connus. En un siècle, l'édition est devenue une nouvelle façon d'écrire, notamment avec l'auto-édition. Avec ça, vous passez avec un siècle de Goncourt, quand vous êtes dans les Goncourt, vous n'avez pas besoin d'auto-édition. Vous êtes en théorie propulsé avec une prime. Sachant que les primés touchent 5000 francs à l'époque pour 6000 que touche chacun des jurés par an. En parallèle des ouvrages plus ou moins présentés dans le livre, on a une histoire, on a un cours d'histoire de France, c'est-à-dire que le livre vous raconte comment ça a été compliqué d'écrire sous la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Que ceux qui étaient dans la résistance hésitaient parfois à dire certaines choses de peur de mal finir. Du coup, ils hésitaient à s'auto-censurer. Et les manières de faire pour arriver au prix Goncourt n'étaient pas toujours très morales. Et à la fin du livre, on a la liste des Goncourt. Comme ça, ceux qui veulent faire des vlogs sur les prix Goncourt,
ils ont de quoi faire. Voilà, je vous laisse suffisamment longtemps pour que vous puissiez mettre pause et regarder s'il y a des auteurs qui vous intéressent. Voilà. Donc ça, s'il y en a qui vous intéressent, vous pouvez toujours marquer. Ouais, il y en a. Il y en a qui sont connus comme Marcel Proust, mais honnêtement, Ernest Perrochon, je ne connais pas. Il y en a plein que je ne connais pas. Il y en a qui sont devenus connus, comme Malraux, Maurice Genevoix, Henri Troyat, tout ça, mais il y en a que je ne connais pas. Et nous avons le testament à la fin également. Et on a un chapitre sur les auteurs canadiens, québécois et les chanteurs de l'époque. Pas Céline Dion, Ginette Renault, mais des plus ou moins connus. On a Claude Dubois, on a Charles Bois, le chanteur qui chante Ordinaire. Chante très mal, hein. Il va neiger. Cette nuit, il va neiger. Voilà. Alors sinon, je suis en train de lire un ceci. J'ai pas beaucoup avancé, hein. Je suis à la page 62. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et s'il y a des livres que vous avez lus là-dedans ou des conseils à me donner, mettez-moi ça en commentaire, je vous lirai avec grand plaisir. Bonne journée à vous, soyez prudents sur la route si vous devez la prendre.